On va commencer simple, hein, de toute façon. Je vais d'abord commencer par simplement vous remercier, en fait, tous les organisateurs du coup de cet événement pour cette opportunité. C'est pas tous les jours quand même qu'on a la possibilité de donner une conférence depuis le confort de son appartement. Euh, pour me présenter rapidement quand même, donc moi je suis docteur en sciences de l'art. Donc j'ai soutenu ma thèse en fait il y a 2 ans sur l'esthétique et la politique du cyborg, donc dans l'art contemporain et dans la fiction surtout, puisque c'est là où majoritairement on va retrouver des corps cybernétiques représentés. Pour restituer un petit peu tout ce qui est le cadre de ma recherche, en fait, je suis un petit peu obligé quand même de vous faire une petite diagonale très rapide sur le cyborg. Cyborg, en fait, c'est la contraction des mots cybernétique et organique. Et originellement, c'était rattaché à l'idée de gouvernance de l'humain, mais Norbert Wiener le définira plus précisément pour en faire la théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Et en fait, durant son travail de recherche, il dégagera 2 figures opposées, le golem et le cyborg. Donc le golem, c'est un humain qui est en manque de quelque chose, et le cyborg, à l'inverse, c'est un humain qui est un humain plus. Et l'humain, du coup, se retrouve comme le point de convergence entre ces 2 figures, c'est le terrain médian entre justement le cyborg et le golem. Donc le cyborg, c'est un humain augmenté. Alors, s'entendre honnêtement sur une définition du cyborg, c'est encore un peu complexe, on va dire. Ça dépend des gens qui en parlent, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu, et de l'imagerie populaire qui joue énormément sur la façon dont, quand on dialogue avec des gens extérieurs au monde académique, ils ont une représentation très spécifique du cyborg en tête, généralement. Ils vont penser à un personnage de série très particulier ou directement au personnage qui s'appelle Cyborg du DC Universe. Mais du coup, en fait, à partir du moment où on va opter pour une définition très rapide d'un mélange simplement entre l'humain et la machine au sein du même corps et connecté par des flots informationnels, à partir de là, on peut intégrer forcément une personne prothésée, donc que ce soit une prothèse interne ou externe, temporaire ou permanente, en tant que cyborg. Donc je ne vais pas vous refaire la définition du coup de la prothèse parce que pour ceux qui étaient là hier, Flavien Lopresti l'a redéfini et sa définition était exactement celle qu'il fallait. Donc je pourrais que ça ferait un peu un bis repetitas. Du coup, en fait, pour faire très bref, la prothèse c'est simplement un objet mécanique ou électronique qui se greffe sur le corps de manière temporaire ou permanente. Et je m'excuse à l'avance, mais effectivement, j'ai assisté à la conférence du coup de Flavien Lopresti hier et il y a des chances quand même qu'on se recoupe un petit peu de temps en temps, je m'en excuse, surtout sur les exemples. J'ai vu certains exemples passer à l'écran, je me suis dit, ah, ça, je vais faire les mêmes. Donc bon, je suis désolé, il y a des chances qu'on oui, alors Bimbo californienne inclus, justement, ça c'est un grand débat de Aimé Mullins sur le fait qui pointe dans une conférence le fait qu'on la traite souvent de cyborg, enfin traite entre guillemets, hein, qu'on l'appelle souvent cyborg, alors qu'en pratique elle a beaucoup moins de prothèses que Pamela Anderson. Justement, est une personne à qui personne ne ferait référence en pensant cyborg, alors que pourtant, techniquement, elle est beaucoup plus cybernétique que ne va l'être Aimé Mullins, qui n'a que 2 prothèses au final. Donc, du coup, quand même, comme je suis un petit peu obligé, on va dire, de passer par là, donc en fait, la prothèse, originellement, donc ça a pour but de ramener l'humain dans un schéma corporel très normé, avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, etc., et généralement fonctionnel. C'est-à-dire que l'absence d'un membre est comblée par une prothèse qui signifie le membre et qui restitue, dans le meilleur des cas, sa fonctionnalité, au moins partiellement. Donc, c'est pas du tout une création récente. Les archéologues ont trouvé une prothèse oculaire en Iran, donc l'équivalent d'un œil de verre à l'époque actuelle, mais qui était pour le coup recouvert d'or
qui datait d'environ moins 3000, moins 2800 avant Jésus-Christ. Je n'ai pas trouvé de photo par contre, hein. Désolé. Et la plus vieille prothèse fonctionnelle qu'ils ont retrouvée, du coup, c'est donc cette prothèse d'orteil qui date d'environ 900 ans avant Jésus-Christ. Prothèse en bois et en cuir, qui est dotée d'une articulation qui permet en fait de restituer le mouvement des ossements pour la marche, vraisemblablement voulu en fait pour imiter au mieux l'esthétique, on va dire, de l'orteil, donc avec beaucoup de détails apportés justement sur le fait de retailler l'ongle, de replacer les empattements au niveau des phalanges de l'orteil, ce qui ne sert aucune utilité pratique, dirons-nous, mais par contre qui du coup redonne une esthétique très proche d'un orteil existant, faire justement que ont tendance à vouloir, on va dire, les gens qui sont prothésés, à de rares exceptions, et moi justement c'est sur ces exceptions que je me suis concentré en fait. Donc ça peut paraître très trivial hein, comme point de détail, mais je vous promets que par la suite, vous allez voir effectivement que ça a vraiment son importance. Hein alors, bon, bien sûr, pour les prothèses les plus connues, on va dire, ça reste dans l'imaginaire collectif, on va dire, ça reste la jambe de bois typique de nos représentations de pirates, ou le crochet typique d'un certain capitaine que j'ai vu passer hier, justement, durant la conférence de Flavien. Et ou encore justement du coup l'œil de verre. Et en fait, ces prothèses, en fait, elles ont vraiment des fonctions de significateurs. Elles signalent plutôt l'absence du membre ou de l'organe par leur présence, et elles permettent, dans une certaine mesure, de restaurer une fonction. Du coup, désolé, hein, je refais un peu l'historique aussi des prothèses, donc désolé pour... je vois qu'il est là, pour toi Fabien. Effectivement, je suis en train de faire un petit bis de ce que tu as dit hier. Les prothèses, en fait, globalement, j'ai mis, enfin, je veux dire qu'elles stagnent, mais c'est surtout que il y a peu de recherche dans la démarche vraiment esthétique et pratique des prothèses, puisque ça reste très confiné à une petite part de la population. Et après les grandes guerres, justement, là, par contre, comme il y a les gueules cassées, il faut soigner justement ces corps qui sont amputés, qui sont défigurés. Et en même temps, en fait, que la chirurgie réparatrice et plastique se fait ses armes, du coup, à la fin de la guerre, les prothèses deviennent beaucoup plus répandues et perfectionnées surtout. Donc là, il y a une recherche de resculpter un visage pour lui redonner une forme humaine traditionnelle, et faire en sorte en fait que le regard ne se fixe pas sur la blessure des gueules cassées, euh, par le biais d'un subterfuge, en fait, simplement visuel. C'est un peu triste à dire, mais en fait, en pratique, sans guerre, les prothèses seraient jamais, je pense, arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Les prothèses actuelles, en fait, voilà, elles offrent désormais des mesures appropriées à chaque individu. Elles restaurent des fonctions qui semblaient complètement impossibles précédemment. Donc, par exemple, on a les prothèses auditives, comme les implants cochléaires, qui tiennent compte elles tiennent compte de la compatibilité des matériaux avec l'organisme. Donc, tout ce qui est bois, tout ça, c'est pas très compatible avec l'organisme, surtout si on essaie de faire des implantations osseuses. Donc du coup, bonjour le titane, qui aussi renforce la solidité des matériaux. Ça va être particulièrement le cas dans les prothèses internes, puisqu'il faut que la prothèse interne ne se dissolve pas dans l'organisme. Donc on ne peut pas intégrer dans un organisme une prothèse qui pourrait se diluer, on va dire, et s'épuiser très rapidement. Dans le domaine de la fiction, je m'excuse si jamais j'ai dit un truc misogyne. Ah non, c'est le bimbo californienne, je pense, qui était misogyne. Désolé.
Donc du coup, dans la fiction, en fait, ça s'applique aussi, bien sûr, hein, mais alors, ce qui est assez intéressant dans la fiction, c'est que c'est vraiment, par contre, en fonction plutôt de l'évolution technique des maquillages ou des effets spéciaux qui sont faisables. Pour faire perdre une main à Luke dans Star Wars, c'est dans la première trilogie, c'est une chose, mais on va clairement pas la couper à Mark Hamill. Du coup, dans l'ancienne trilogie, la main amputée de Luke est en fait simplement sa main traditionnelle qui est cachée justement par, je vous ai mis la petite capture d'écran. On voit l'installation de la main, mais après c'est une main tout ce qu'il y a de plus banal. Par contre, dans la dernière trilogie, comme les effets spéciaux permettent justement de la montrer visiblement robotique de manière beaucoup plus pratique, on va dire, ce qui est assez amusant, j'avoue, moi j'ai trouvé, c'est que d'un seul coup, sa prothèse est devenue de manière évidente comme un clin d'œil en même temps à l'ancienne trilogie, mais c'est aussi la marque d'une prouesse technique de la part de l'équipe des effets spéciaux. Justement, ils peuvent le faire maintenant. Je vous ai mis aussi l'exemple donc de Yo-Yo dans Marvel Agents of Shield, ou pas, qui du coup perd ses deux bras et elle a droit à des bras qui sont extrêmement bioniques. Et là, dans les derniers épisodes, elle récupère des bras qui ont un esthétique parfaitement humain, qui restitue le contact, le toucher, toutes les choses en fait que ces prothèses lui retiraient lui sont rendues et l'esthétique se renormalise complètement. Les prothèses en fait cinématographiques en science-fiction, elles visent rapidement justement ce retour à une norme biologique fonctionnelle, un état de réparation en quelque sorte, et si possible sans trace d'accident ou de difformité. Faut pas que ça se voit, faut que ça soit invisible. Si l'idée première des prothèses était effectivement de réparer pour un retour à cette norme, elle s'attardait sur l'aspect esthétique et psychologique qu'elle pouvait avoir, mais de manière un peu légère, dirons-nous, par rapport à maintenant. Maintenant, on fait des prothèses justement qui sont d'un réalisme assez stupéfiant sur le plan charnel. Il faut par contre pouvoir se payer justement ce luxe du réalisme. Pour les autres, ça se limite à une couche de silicone qui imite maladroitement la chair et qui passe difficilement le test d'un simple rayon de soleil parce que ça reflète beaucoup trop la lumière et donc ça trahit immédiatement en fait ce subterfuge, faisant basculer le membre dans la vallée dérangeante, donc c'est The Uncanny Valley de Masahiro Mori. Mori dira, en prenant l'exemple d'une poignée de mains spécifiquement, échangée en guise de salutation avec par exemple, l'occurrence vu que c'est dans un article, entre un lecteur et une des personnes prothésées. Lorsque nous serrons cette main, nous sommes surpris par l'absence de tissu mou et par sa froideur. Le sentiment de familiarité disparaît pour être remplacé par un sentiment d'inquiétante étrangeté. Donc, il poursuit en fait son raisonnement en associant la raison de cette étrangeté en fait à l'imitation du mouvement, en plus de l'apparence. Le mouvement est signe de vie, et donc si l'objet est animé, il est en vie. Donc, un autre exemple qu'il cite, c'est l'exemple d'un robot présenté lors de l'exposition universelle à Osaka en 2012. Qui était équipé en fait de 29 muscles artificiels intégrés dans son visage afin d'humaniser ses expressions faciales. Et il explique en fait que d'après son concepteur, le rire correspond à une séquence de distorsion faciale dans laquelle la vitesse est un facteur fondamental. Si la vitesse est réduite de moitié, le rire paraît artificiel. Cela illustre comment de petites variations de mouvement peuvent provoquer la chute d'un robot, d'une poupée ou d'une prothèse de main dans la vallée de l'étrange. Donc c'est cet aspect poignée de main, on va dire, est énormément repris par Nigel Ackland dans son intervention lors du cybersalon Human 2.0. L'organisateur en fait résume très bien l'importance de ce geste justement. Je vous renverrai vers le blog justement du cybersalon qui est extrêmement complet sur l'interprétation des différentes interventions et qui vous permet de les revoir aussi.
En fait, il explique du coup que même si physiquement c'est probablement inutile de serrer une main bionique, comme elle ne peut pas le sentir, socialement c'est très important, puisque je peux le sentir et cela nous connecte tout autant qu'une poignée de main normale. En effet, ça nous connecte d'autant plus que la main donc, de Nigel, donc, qui est à l'écran, était la première main bionique que je n'ai jamais touchée. J'ai été ému par l'expérience et reconnaissant envers lui de rendre cela facile pour nous deux. Donc les prothèses en fait dont nous avons parlé, enfin dont j'ai parlé, pardon, désolé réflexe académique, jusque-là restituent en fait ces fonctions naturelles au corps de manière très standardisée et ça ramène dans une norme biologique. Mais bien sûr, la science-fiction, ça permet aux auteurs d'échapper à cette simple réparation du corps. Donc la prothèse fictionnelle, en fait, si elle imite toujours parfaitement les mouvements, bien sûr, hein, elle est toujours très fonctionnelle et très, enfin aussi efficace qu'une main lambda, dirons-nous. Elle est rarement représentée autrement que parfaite, justement, dans cette restitution du mouvement. Et même quand on pense aux membres, du coup, de Edwards avec son automail dans Full Metal Alchemist, ou ceux de Adam Jensen dans Deus Ex, les prothèses, c'est toujours une imitation d'un membre de chair, mais qui visiblement, par contre, dans les fonctions, enfin dans les fictions, ont tendance à être plutôt mécaniques pour signaler leur présence, et qui très souvent, la plupart des cas même honnêtement, font fonction d'armes ou de gadgets high-tech. Le corps prothétique, il est bien souvent mis en scène comme une avancée technologique enfin, à double tranchant en fait, qui augmente la puissance de la personne et en même temps, comment dire, lui retire une part de son contrôle naturel, enfin de son contrôle corporel, pardon. Retirer sa prothèse, par exemple, pour Geordi LaForge dans Star Trek, c'est perdre de nouveau sa vue, forcément. Mais en plus, elle le rend susceptible à des attaques comme un lavage de cerveau par les Romulans dans un épisode. Et tant qu'il apporte, par contre, en même temps, il est capable de percevoir beaucoup plus qu'un simple humain. Il y a un épisode où justement le euh, Captain Picard se synchronise l'écran principal de l'Enterprise pour réussir à voir à travers les yeux enfin le visor de Geordi, et donc voit ce qu'il voit et en fait est fasciné par le fait que Jordi arrive à comprendre ce qu'il regarde parce que justement il y a beaucoup plus d'informations qu'il n'a l'habitude de percevoir lui. Poussant encore plus loin justement cette idée d'asservissement du corps à cette technologie, en fait on a le film Bloodshot qui est pas très vieux, hein, il est sorti cette année je crois ou l'année dernière à tout casser, qui met en scène en fait beaucoup d'humains prothésés avec bien sûr des prothèses complètement fictionnelles hein, pour la plupart. Et en fait, là, le personnage que je vous ai mis, c'est le personnage de Katie, qui en fait, vous voyez la petite plaque qu'elle a sur son torse. En fait, c'est l'accès qui lui permet de respirer parce qu'elle a perdu ses poumons. Et donc, ça lui permet non seulement de respirer de l'air, mais aussi de filtrer n'importe quel polluant ou poison ou autre sans jamais avoir de soucis. Voilà. Mais en contrepartie, par contre, son sauveur, qui lui a installé justement cette prothèse, est également son maître, puisque à tout moment, en fait, il peut simplement appuyer sur un bouton et l'empêcher de respirer, jusqu'à ce qu'elle accepte d'obéir. L'asservissement revient, c'est un trope, on va dire classique de la science-fiction, qu'on va retrouver là, je pense surtout voilà à la série Killjoys, où les hack mods, donc c'est le nom qu'ils ont donné classe de personnages en fait explicite en fait que au-delà d'une modifiée, enfin un humain modifié au-delà de 20, enfin qui modifie au-delà de 26% de son corps pour le remplacer par des prothèses n'est plus considéré comme un humain mais comme un objet aux yeux de la loi. Et donc ils vont déclarer, enfin jusqu'à déclarer à un moment qu'ils ne seront jamais leurs égaux et jamais comme eux, en parlant des humains qu'ils appellent les basics. Et le personnage de Clara, par exemple, qui est la jeune fille que vous voyez en bas à droite, du coup, a priori pour vous. Oui, pour vous aussi, du coup. Qui est celle qui a le bras, l'énorme bras robotique qui sert de canon.
comme je vous disais, hein, toujours des armes. Justement, elle est très fière en fait de cette prothèse. Pour elle, ça fait partie de son corps. Et quand la prothèse en fait se met à tuer la partie organique de son corps à cause d'une fuite de radiation, elle est carrément offusquée par l'idée qu'on puisse l'amener voir un médecin pour lui retirer ses modifications. C'est-à-dire que les prothèses sont intégrées au sein du corps de ces personnages au point de faire partie de leur corps, mais des parties intégrales qu'on ne peut pas leur retirer. Et je sais que Flavien a mentionné aussi le personnage, et le nom m'échappe aussi, Dale, le personnage principal de iRobot. Lui, du coup, rejette ses prothèses, donc par rapport à son traumatisme vis-à-vis des robots, parce qu'il a l'impression d'être du coup partiellement robotique. Et en fait, par contre, quand on le regarde, il n'y a absolument aucune trace de cette prothèse. Il y a une toute petite cicatrice qui fait le tour de son épaule et une toute petite cicatrice qui fait le tour de sa jambe. Del Snooper, merci. Mais du coup, c'est très discret, c'est complètement invisible en fait. Donc, je ne vais pas revenir, du coup, comme je vous disais, sur l'aspect très technique de la prothèse. Mais par contre, moi, je vais scinder ce qui me reste de mon intervention, en fait, autour de 2 thématiques environ. L'esthétique, déjà, de la prothèse et les fonctionnalités qu'elle peut apporter. Comme je vous ai dit, du coup, en parlant, en fait, de la prothèse d'orteil en Égypte antique, une attention toute particulière, en fait, a été portée à l'aspect esthétique, justement, de cette prothèse. Donc c'est la prothèse, en fait, si elle se voit, elle doit ressembler à une partie du corps humain, tout ce qui est plus normal. Les yeux de verre, c'est généralement modélisé à partir de l'œil restant, pour imiter la symétrie du corps humain à laquelle on est tellement habitué. Par contre, l'œil de verre ne restitue pas une fonction de vue. Elle est seulement là pour remplir une fonction esthétique et psychologique, tant pour le prothésé que pour les autres, en masquant une anomalie corporelle. L'imposition sociale en fait est portée sur le prothésé qui doit se conformer en fait à l'apparence attendue de lui. Du coup, par rapport à ça, hop, voilà, puisque la plupart des prothèses ont un esthétique un peu manquant, dirons-nous. William Root, donc qui a designé cette jambe, s'appelle du coup Exoprosthetic Leg. En fait, lui, il vise à redonner une esthétique plus plaisante aux prothèses de jambes et en même temps à diminuer le prix de la prothèse, puisque les prothèses, je vous donnerai des exemples de prix par la suite, ça coûte de véritables fortunes, en fait, les prothèses high-tech. Il dégage du coup en fait 2 problématiques majeures en fait dans les dans les prothèses actuelles. C'est déjà donc leur prix et leur esthétique. Le premier, donc, il le résout en automatisant la production et vous allez voir que c'est devenu quelque chose de très tendance, cette partie automatisation pour réduire drastiquement les prix des prothèses. Et le deuxième, en fait, il explicite que par la nature même en fait de leur procédé de fabrication, les prothèses redonnent une sensation très mécanique et robotique, affectant négativement l'apparence et le bien-être psychologique des amputés qui en ont besoin. Donc sa solution, en fait, c'est utiliser justement donc l'impression 3D et pour redonner une forme plus proche d'une jambe à l'esthétique très futuriste. Donc la jambe, il nous dit, la jambe n'est plus une compilation de morceaux robotiques inhumains, mais plus une addition intime, customisable à votre corps et épousant vos formes. En fait, par un processus de scanner 3D, en fait, du membre restant. Contours de la jambe sont repris pour former l'architecture externe de la prothèse, qui se découpe du coup en plusieurs morceaux, ce qui permet un assemblage en fait via des connecteurs intégrés directement dans l'impression 3D. Le pantalon épouse comme ça la forme similaire à la forme de la jambe d'à côté et dissimule la prothèse pour ceux qui veulent la dissimuler et les autres peuvent la mettre en avant et l'assumer justement pleinement tout en ayant une prothèse qui est esthétiquement plaisante. Donc je vous ai mis cette petite photo, en fait ça c'est Easton Lachapelle qui du coup lui en fait s'est concentré beaucoup sur la réduction du prix des prothèses. Il en a même fait sa priorité en fait dans ses recherches.
Donc là, en fait, il a commencé à travailler sur les bras robotiques en fait à l'âge de 14 ans. À l'époque avec une main robotique qu'il avait faite en Lego, pardon. Et ce premier projet, en fait, ça lui vaut la 3e place à l'Expo de sciences du Colorado en 2011. Et c'est durant cet événement, en fait, qu'il explique en fait qu'il a rencontré un enfant de 7 ans qui était équipé d'une prothèse dernier cri pour la modique somme de 80 000 $. Donc là, il a complètement été interpellé par ce prix aberrant et il a essayé de chercher un moyen de réduire ce prix. Donc, il essaye du coup de conserver tout ce qu'il peut en matière de composants en externe au corps. Donc, c'est des prothèses myoélectriques justement avec des senseurs au contact, mais pas intégrés dans le corps si possible. Hein. Et c'est dans le but du coup d'éviter tout ce qui est opération invasive, tant pour le prix que le risque. Et en fait, il se rend rapidement compte que avec l'impression 3D, il peut réduire le coût, mais qu'en plus, avec un petit traitement avec des vapeurs d'acétone, ça lui permet de finaliser ces morceaux de prothèse pour lui donner une apparence plus organique. Et à cela, en plus, il va ajouter des capteurs qui vibrent au contact de la peau pour indiquer la puissance de la enfin indiquer en fait la force exercée par la puissance de la vibration. Mais il va aussi inclure des ongles magnétiques et interchangeables en fait, permettent en fait aux prothésés de se faire des ongles pour correspondre à l'esthétique de son autre main et continuer justement cette recherche du subterfuge et pousser en fait cette imitation et cette personnalisation plus loin. Alors son travail quand même, ça lui permet de réduire le coût de production de manière assez drastique. Et la prothèse là que vous avez vue sur la slide juste avant, en fait, qui fait partie du haut de gamme de ce qu'il vend, elle passe quand même de 80 000 à 5 000 $. Ouais, mais ça va pas. Excusez-moi, je lis en même temps le chat. Oui, exactement. Il y a une recherche justement, en intérieur, l'esthétique n'entre pas en jeu vraiment puisque on n'est pas encore tous équipés de rayons thermales pour voir en X-ray, mais du coup, c'est pas très utile de faire une jolie prothèse de hanche. Et oui, et du coup, donc il réduit le prix et pour ça, en fait, il automatise de la même façon en fait son process. Il le réduit à 5 étapes. Donc je vous ai mis, vous ayez une idée. En fait, c'est simplement voilà soumettre une application. Il vous envoie un scanner 3D. Vous scannez votre membre résiduel. Vous scannez votre membre restant. Ça lui permet du coup d'avoir la forme exacte du moignon qui bien sûr est propre à chaque amputé et d'avoir une image claire de votre membre entier et du coup il a vos proportions exactes et la coloration de votre peau. C'est customisé un petit peu derrière en image miroir avec une petite sculpture spécifique pour l'adaptateur bien aux besoins justement de chaque individu. Puis après, c'est imprimé, assemblé et envoyé. Et pouf, vous recevez votre bras dans le courrier comme si de rien n'était. Et en fait, c'est par ce même procédé justement d'impression 3D et d'automatisation. Par exemple, en 2009, le Jaipurni Project de l'université de Stanford parvenu pardon, est parvenu à développer une prothèse d'articulation en fait de genou dont le coût a quand même été réduit de 10 000 $ en moyenne à 20 $. Donc c'est vraiment pour des coûts qui sont tout à fait applicables dans d'autres pays que des pays extrêmement riches. Parce que nous, sauf si la Sécu le remplace, je ne pense pas que vous tous pourriez claquer 10 000 $ ou à peu près 9 000 €, 8 000 € pour vous payer un nouveau genou demain. Par contre, si on vous demande 15 €, c'est plus facile déjà. En fait, une des choses aussi que relève Easton Lachapelle, par contre, par rapport au risque en fait de la prothèse, outre les vapeurs d'acétone qu'au début il diffusait dans sa propre chambre,
C'est le fait en fait que la force des prothèses qu'il crée a atteint un paroxysme en fait qu'il n'avait pas anticipé. Et il nous dit carrément en fait que cette force dépasse la force humaine à en devenir extrêmement dangereuse. Ça justement pour un petit retour vers la fiction. C'est pas sans rappeler justement le Winter Soldier dans Captain America, où justement il est équipé d'un bras robotique qui est d'une force redoutable et qui en plus de son entraînement au combat va lui donner un avantage non négligeable. Mais c'est aussi quelque chose qui va inspirer cette vision du handicap comme la source d'une augmentation qui donne immédiatement naissance à des fantasmes de super pouvoirs rattachés justement à la prothèse. Et certaines entreprises, c'est ça, voilà. Là, on fait la transition vers l'amélioration. Et en fait, certaines entreprises vont pousser ce fantasme jusqu'à en faire en fait leur slogan marketing. Que Flavien, tu l'as montré hier aussi, les Hero Arm. Donc, du coup, Mid the Hero Arm, c'est ce que déclare fièrement le site Open Bionics. C'est une entreprise qui a été cofondée par Joël Guibard et Samantha Payne. En fait, l'esthétique, là, par contre, elle est clairement assumée comme inspirée de l'univers des comics et des super-héros. Il ne s'agit plus de parler d'une absence de membres, mais bien de réclamer une puissance supérieure de ce membre en l'associant à un univers peuplé de héros, abattant les frontières entre le corps handicapé et le corps handicapable, pour reprendre le jeu de mots d'Aimé Mullins. La prothèse, en fait, se montre fièrement, du coup, ça s'assume, ça ne se déguise plus en chair. Et si auparavant le but était de retrouver un anonymat, entre guillemets, du corps, encore plus, entre guillemets, naturel, ici, la démarche, en fait, c'est aussi de clamer la prothèse en tant que prothèse. Ça devient un signe de pouvoir, de contrôle sur un corps qui est jugé comme différent et inférieur par la société. Ça devient le signe d'une puissance interne et d'une résilience qui se manifeste en fait au travers de symboles empruntés à la culture populaire et à l'esthétique du super-héros. Mettre en avant justement une prothèse, c'est le choix de certaines personnes qui refusent justement le stigmate de la prothèse à cacher et qui optent à l'inverse pour une visibilité clairement affichée, donc qui rajoutent à leur prothèse un aspect cosmétique bien plus marqué d'un look propre et futuriste, que le look, on va dire plutôt propre et futuriste de celui de l'exoprosthétique leg que je vous ai montré. La prothèse, en fait, bascule du coup dans une démarche plus identitaire qui révèle au même titre qu'un tatouage, en fait, un choix personnel et assumé, au vu et au su de tous. Donc c'est le cas notamment de Aimé Mullins. Voilà. Donc là, je vous ai mis trois petites images pour vous la présenter. Donc en train de courir sur la plage avec les lames carbone qui sont des Blade Runner, donc qui ont été utilisées par Oscar Pistorius entre autres, et qui sont des lames qui sont basées sur le design d'une jambe de guépard pour permettre une course sans souci. L'image au-dessus où elle est maquillée en hybride de créatures, ça vient d'un Cremaster, c'est des films plastiques de Matthew Barney. Et la petite image avec elle et toutes ses jambes, en fait, c'est elle qui donne du coup une TED Talk où justement elle présente les 12 paires de jambes qu'elle a. Voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a l'homme qui valait 3 milliards dans les années 80. J'avoue, je l'avais oublié. Désolé, hein, je suis en simultané en train d'essayer de regarder le chat, l'écran, les notes, c'est un peu compliqué. Euh, et en fait, du coup, elle illustre, je trouve, assez parfaitement cette forme d'ironie, on va dire, qui est présente sur le corps fantasmé et augmenté des personnes ayant des prothèses, en racontant à un moment, dans une de ses interventions, en fait, que certaines de ses amies trouvent injuste le fait qu'elle puisse influencer sa taille en fonction des prothèses qu'elle choisit. Mais elles font par là abstraction de la douleur inhérente au port de prothèses, puisque c'est rarement agréable à porter sur de longues durées. Et donc, certes, elle peut changer sa taille, et je vous montrerai un exemple plus tard aussi qui, lui, a des extrêmes de changement de taille qui sont assez fascinants.
Mais par contre, c'est pas la même chose qu'avoir des jambes fonctionnelles qui ne causent pas de douleur permanente, qui ne risquent pas de se déloger et tomber, puisqu'il y a encore certains problèmes par rapport à l'accroche de la prothèse sur le membre. Euh, c'est un petit peu, en fait, elle se retrouve comme James, enfin dans la même situation un peu que James Young, dont je vais vous reparler très bientôt. C'est-à-dire cette situation où elle est réaliste, enfin où il est très réaliste dans son documentaire tourné juste à la réception de son bras, sur le fait qu'au final, sa prothèse ne fonctionne pas et que même si elle est magnifique, c'est plus un point mort qu'autre chose. Euh, Véronica Pitt, pour continuer, voilà. Alors Véronica Pitt, elle, justement, fait partie de ces personnes dont je vous parlais qui ont décidé de clairement accepter le fait qu'elle portait une prothèse. Elle, en fait, elle déclare carrément qu'elle ne voulait pas se balader en prétendant que c'était sa propre jambe, qu'elle est très fière du fait que ce soit une jambe prothétique. Elle pense que rien que le fait qu'elle puisse marcher si bien, en fait, avec elle, et qu'elle fonctionne si bien, c'est génial. Et elle voulait justement que la prothèse soit en accord avec elle-même, hein, et qu'elle ressemble du coup à une jambe prothétique, mais par contre une jambe super cool et très futuriste. Donc elle en fait fait partie donc du Alternative Limb Project de Sophie de Oliveira Barata. Et en fait donc Sophie de Oliveira Barata, pour la resituer un petit peu, en fait c'est une artiste prothésiste donc qui a d'abord fait une formation spécialisée dans les effets spéciaux et qui ensuite, du coup, après qu'elle ait appris à réaliser des prothèses d'un réalisme stupéfiant, est passée dans la création de prothèses esthétiques. Et en fait, c'est en discutant justement avec d'autres thésées qu'elle s'est rendue compte que tout le monde ne voulait pas forcément en fait se sentir obligé de se fondre de nouveau dans la société. Et certains voulaient en ressortir, donc elle s'est mise en fait à chercher un petit peu des gens qui pourraient être intéressés. Elle a trouvé donc celle qui est à l'écran actuellement, Victoria Modesta, une artiste performatrice et chanteuse qui se qualifie de première artiste pop bionique. Et en fait, lui a proposé de lui créer une première jambe. Donc, elle l'a utilisée pour une de ses performances et dont elle était très très contente. Et en fait, elle s'est retrouvée à devoir faire la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2012. Et à l'origine, ils avaient prévu de la mettre très normale, on va dire. C'est-à-dire qu'elle avait une jambe qui pouvait tromper clairement l'œil sur le fait que c'était une prothèse. Et comme leur slogan c'était Meet the New Superhero, donc elle trouvait ça un peu ironique, elle a demandé à Sophie de Oliveira Barata de lui faire une prothèse qui était extrêmement identifiable. Et donc elle lui a fait la Crystal Leg qui est sur la droite. Oui, alors effectivement, je sais que la contraception fait énormément partie du domaine cyborg. C'est beaucoup considéré justement comme une approche cybernétique du corps, puisque c'est de la gestion interne du corps. Mais là, j'avoue, je me suis focalisé surtout sur les prothèses, on va dire, visibles. Après, si vous voulez en discuter un petit peu, moi, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Oui, et donc pour revenir, pardon, à Victoria Modesta, en fait, elle a fait une apparition dans la série Killjoys. Oui, bah, je n'ai pas mis les photos, autant pour moi, j'étais convaincu. Et où là, par contre, il y a eu un passage inverse, c'est-à-dire que ces prothèses ont inspiré des armes, justement. Et du coup, par exemple, bah, le modèle en pointe métallique, la Spike Leg, que vous avez sur la gauche, ça devient une arme extensible capable de transpercer le corps d'une personne. Le modèle couvert de cristaux, c'est simplement une marque extérieure de richesse. Et la light leg qui est au milieu, donc qui est une prothèse qui s'allume simplement, hein, ça devient une arme qui tire des rayons laser. Donc là, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la réalité qui va inspirer l'imaginaire fictif.
Et c'est ça justement ce qui est assez intéressant à l'heure actuelle avec le domaine de la science-fiction, c'est que tant la science-fiction inspire la réalité que la réalité inspire la fiction. Du coup, on va retrouver des bras disproportionnés, par exemple chez les hack-mods, qui deviennent une marque de force réservée aux gardes du corps pour leur conférer un aspect dissuasif. Les lames de carbone de Pistorius et Aimé Mullins deviennent des jambes qui permettent de sauter, de courir et de faire circuler de la contrebande sans se faire intercepter. Les caméras à la place d'un œil, ça permet la surveillance d'une cible ou l'espionnage. L'augmentation, en fait, elle a un but et elle est le développement logique d'une réflexion aboutissant à l'amputation d'une partie originelle du corps biologique pour son remplacement par une technique spécifique ciblée qui sert une fonction au sein de l'univers fonctionnel, justement. Fictionnel, pardon. Oui, Gazelle dans Kingsman. Exactement le même. C'est voilà, c'est à la fois une arme et en même temps une possibilité de déplacement extrême par rapport à des jambes traditionnelles, dirons-nous. En fait, Sophie de Oliveira Barata, elle poursuit encore son travail et donc James Young. Donc James Young, que je vous ai mentionné un petit peu plus haut, en fait, lui, son but, en fait, c'était d'avoir un bras qui le représentait et faisait référence à une passion qu'il avait, en l'occurrence Metal Gear Solid, la licence de jeux vidéo. Et en fait, c'était à la fois un mélange entre un coup de publicité, on va dire, et une décision personnelle, d'essayer de modeler le bras par rapport à ce jeu. Par contre, ce bras n'est pas simplement un bras. C'est-à-dire qu'il est équipé de plein de petits gadgets. À ce niveau-là, ça reste encore du gadget. Hein. Il est équipé de lumière intégrée, d'une lampe torche, d'un pointeur laser et même d'un drone. Donc, il peut détacher en fait des morceaux de son bras pour lancer un drone qu'il maîtrise du coup avec la petite télécommande. Vous voulez le voir. Par contre, il y a eu un petit ratage, on va dire, au moment de l'événement publicitaire. C'est comme ça a été un peu rush. Le bras ne marchait pas. Donc le bras n'est pas fonctionnel. Donc c'est juste un point mort, en fait. Et en plus, c'est un bras qui est extrêmement lourd pour son poids. Et en fait, il a fait toute une série de documentaires par rapport à ce projet, justement. Je vous le conseille, hein, il est disponible sur YouTube. Et en fait, il a l'occasion du coup de rencontrer Victoria Modesta et Victoria Modesta lui dit à un moment qu'en fait il se rendra rapidement compte que la technicité requise pour le maintien et l'utilisation d'une prothèse est assez massive. Et elle lui dit, si quoi que ce soit se passe mal, ton super pouvoir se fane en quelque sorte. Donc tu vois, tu peux te retrouver dans l'intermédiaire entre un super-héros et une sorte une personne qui peut vraiment pas marcher rapidement. Et en fait, c'est cette ambiguïté de la prothèse qui, si elle devient dysfonctionnelle, pose immédiatement un problème. C'est quelque chose, j'avais oublié, j'ai aussi le petit gadget arm, c'est le même principe. Hein, c'est Sophie Oliveira de Barreta justement a fait un bras équipé de plein de petits gadgets. C'est une commande spécifique pour l'aspect multifonctionnel, on va dire, de la prothèse. Mais en fait, oui, cet aspect très technique de la réparation de la prothèse est vraiment mis en évidence, je trouve, par Kevin Michael Connolly, donc, qui est né sans jambes et qui, depuis plusieurs années maintenant, en fait, design ses propres prothèses, mais en fonction de ses besoins. Il fait complètement abstraction de la norme. Donc, il ne va pas essayer de se donner des jambes puisqu'il n'en a jamais eu. Donc, pour lui, ce n'est pas la norme en plus, il l'explique très bien. Son but, en fait, c'est surtout de réduire le coût de construction de la prothèse et en même temps augmenter la facilité de réparation. C'est-à-dire que là, c'est une prothèse qu'il a construite avec des choses qu'il peut trouver un peu partout dans le monde, commandées sur Amazon. Et donc, il n'y a pas ce délai du si ma prothèse ne marche pas, je suis obligé de me passer de bras ou de jambes le temps qu'elle se fasse réparer dans le laboratoire ou l'hôpital ou voilà, puisque lui, sa démarche en fait a pour but de retrouver cette liberté corporelle, sauf qu'il l'explicite très bien comment on retrouve
cette liberté corporelle quand on est bloqué au fait de ne pas pouvoir s'éloigner de l'hôpital auquel on est rattaché. Dans le même idée, on va dire, de multiples possibilités, il y a Taylor Morris, qui est donc un quadruple amputé, qui vétéran de guerre, qui lui du coup s'est fait, enfin c'est très vite développé des petites astuces autour de ses prothèses. Donc du coup il a par exemple dans l'avant-bras un compartiment avec un stylo qui est monté sur ressort, qui lui permet de plus facilement y accéder, plus facilement le ranger et sans avoir la gêne de sa prise qui est encore au niveau de pince, on va dire. Pour saisir un stylo c'est pas évident. Donc il a trouvé une astuce pour ça. Il y a vraiment une forme de recherche et d'astuces, on va dire, autour des prothèses qui sont souvent motivées par l'individu plus que par le monde médical. Et comme je vous avais dit, voilà, ça c'est Hugh Hare, qui lui, du coup, était un grimpeur professionnel en escalade. Je ne sais pas exactement comment ça se dit en français, j'avoue, désolé, l'habitude de trop lire en anglais. Qui en fait, lui, s'est fait des prothèses qui sont spéciales pour l'escalade. Donc l'une qui est spéciale pour les terrains rocheux, l'autre pour grimper sur des terrains glacés, peut ajuster sa taille et lui du coup sa taille oscille entre 1,50 m et 2,40 m. Quand même massif comme distinction. En 2012, vu que bien sûr il s'est particulièrement penché sur la recherche sur les prothèses, en fait son articulation Biome Ankle System a été testée cliniquement et déclarée la première prothèse de jambe à accomplir une normalisation biomécanique et physiologique de la marche. Dans un autre genre, je vais accélérer un peu, je viens de voir l'heure, désolé. Dans un autre genre, donc on a Neil Harbinson, donc quand même assez connu. C'est un artiste, lui est né atteint d'achromatopsie. Donc c'est une maladie en fait congénitale dans son cas qui l'empêche de percevoir les couleurs. En fait, il ne perçoit le monde qu'en nuances de gris. Et il a réussi à s'équiper d'une caméra qui lui permet de percevoir les couleurs et de les transcrire en fréquences sonores. En fait, donc à l'heure actuelle, il y a une synesthésie qui s'exerce chez lui et donc il entend les couleurs, il ne les voit pas plus. Mais par contre, lui, il est dans la recherche d'étendre les capacités humaines et donc il expérimente avec la perception du coup des infrarouges et des ultraviolets. En plus des informations colorées, on va dire classiques, donc du domaine du spectre visible. Donc ça lui permet d'étendre ses perceptions, qui est du coup une tendance, on va dire, dans les recherches transhumaines, justement. Et avec Moon Ribas, une seconde artiste, il va fonder la Cyborg Foundation, donc qui est une association à but non lucratif, qui vise à assister l'humain dans son évolution cybernétique. Donc qui pour lui, en fait, est l'évolution naturelle de l'espèce. En fait, cette association cherche à être une plateforme en ligne en fait pour la recherche et le développement et, pardon, excusez-moi, et la promotion de projets en lien avec la création de nouveaux sens et perceptions en appliquant des technologies au corps humain. Clark, il a construit avec des juristes et des activistes en fait la première version de la Déclaration des droits du cyborg. Donc où il réclame justement sur celle-ci en fait une liberté de désassemblage, une liberté de morphologie, une égalité pour les mutants et le droit à la souveraineté du corps et le droit à la naturalisation organique. Alors autant on en a qui militent encore dans beaucoup de pays et luttent pour les droits de l'homme les plus basiques, qui ne sont pas encore respectés dans de nombreux pays à travers le monde, et lui il s'engage déjà sur les droits du cyborg. Donc, entre guillemets, ce qu'il voit comme l'étape suivante de l'évolution. Il pousse en fait l'intégration et l'augmentation de nouveaux sens jusqu'à presque un devoir civique. Et le site déclare carrément en grandes lettres nous sommes la première génération à même de décider quels organes et quels sens nous pouvons avoir. Donc, pour lui, c'est une démarche participative qui est individuelle et qui dégage une volonté d'agir. C'est une forme d'activisme de l'être, être cyborg.
Il n'est pas le seul, bien sûr, à prothéser, à s'intéresser à étendre ses sens, hein. Donc il y a Moon Ribas qui, elle, s'est équipée d'un senseur qui lui permet de détecter les tremblements de terre partout dans le monde par des vibrations. Et Frank Swain, par exemple, qui lui est atteint d'une perte progressive de l'ouïe et qui essaie d'étendre ses sens au travers de prothèses auditives pour étendre sa perception au-delà du simple bruit, du son, en fait. Pour être capable, par exemple, d'entendre les ondes du Wi-Fi, des réseaux Wi-Fi qui l'entourent. Pour lui, en fait, dans le cas d'un handicap existant, la prothèse, c'est l'opportunité de ne pas seulement rattraper les autres, mais essayer de nouvelles choses et d'avancer nos perceptions au-delà et de mettre au défi notre cerveau d'entendre plus que les humains n'étaient originellement prévus pour.